Vous connaissez cette vieille rengaine, cette espèce de malédiction qui semble peser sur les familles riches? La première génération la gagne, la deuxième la dépense, et la troisième la perd. Ça sonne comme un simple proverbe, mais c'est une règle qui se vérifie étonnamment souvent. Pour une majorité de familles fortunées, la richesse disparaît en moins de 3 générations. L'empire bâti à la sueur d'un front se transforme en poussière en moins d'un siècle. Pourtant, une famille est devenue le symbole de comment déjouer cette fatalité. Une dynastie qui a su transformer une fortune colossale en un héritage qui traverse les âges. On ne parle pas ici de tenir 3 générations, mais bien 7, et la machine continue de tourner. Cette famille, ce sont les Rockefeller. Alors, c'est quoi leur secret? Comment ont-ils réussi là où la plupart échouent? Est-ce juste de la chance? Des investissements brillants? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Une structure invisible? Une mécanique parfaitement huilée, conçue pour un seul but? L'immortalité financière. On va décortiquer ensemble les stratégies précises, les montages juridiques et les principes de famille qui leur ont permis de construire une dynastie pensée pour l'éternité. Et vous allez voir, leur approche de l'argent et du pouvoir va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pour comprendre la machine, il faut d'abord regarder l'architecte, John D. Rockefeller. Né en 1839, cet homme n'était pas juste un entrepreneur. C'était un stratège froid, méthodique et paradoxalement très croyant. Son nom est évidemment lié à la Standard Oil, le géant du pétrole qu'il a fondé en 1870. En quelques décennies, il a mis la main sur 90% du marché pétrolier américain. Il est devenu le premier milliardaire de l'histoire moderne. Pour vous donner une idée, à sa mort, sa fortune représentait, selon les estimations, plus de 1,5% de toute l'économie américaine. C'est comme si une seule personne aujourd'hui pesait plus de 400 milliards de dollars. Inimaginable. Mais ce qui différenciait Rockefeller des autres barons voleurs de son temps, ce n'était pas sa richesse, c'était son obsession pour l'après, pour ce qui se passerait après lui. Il menait une vie d'une rigueur quasi monacale, pas d'alcool, pas de tabac, et chaque dollar était suivi à la trace. Cette discipline, il l'a appliquée à sa fortune. Il était tenté par l'idée que le fruit de sa vie puisse être dilapidé par des héritiers négligents. Il ne voulait pas juste laisser de l'argent, il voulait laisser un système, un empire qui porterait son nom pour les siècles à venir. Son fils, John D. Rockefeller Jr., a hérité de cette obsession, mais il y a ajouté une nouvelle dimension, la réputation. Conscient que le nom Rockefeller était abîmé par l'image de monopoleur de la Standard Oil, il a compris que pour durer, l'empire devait redorer son blason. Il a donc utilisé la fortune familiale comme un outil de pouvoir et d'influence, non plus seulement économique, mais aussi culturelle et sociale, à travers la philanthropie. C'est de cette double ambition, la pérennité financière du père et la quête de légitimité du fils, qu'est né le système Rockefeller. Un système qui repose sur 6 piliers fondamentaux. Le premier pilier, et probablement le plus crucial, est une structure juridique redoutable, le trust. Plus précisément, le Dynasty Trust, ou trust dynastique. John D. Rockefeller a été un pionnier dans ce domaine, commençant à poser les bases de ce système dès les années 30. Alors, un trust, c'est quoi? Imaginez que vous mettez votre trésor, actions, immobilier, entreprise, dans un coffre-fort. Vous donnez ensuite la clé à un gardien, le trustee. À partir de là, légalement, le trésor ne vous appartient plus. Il n'appartient directement à aucun membre de votre famille. Il appartient au coffre-fort lui-même. Les conséquences sont énormes. Si un de vos héritiers fait faillite, ses créanciers ne peuvent pas toucher au trésor. Si un héritier divorce, son ex-conjoint ne peut rien réclamer. Et surtout, au décès d'un membre de la famille, il n'y a pas de droit de succession sur le capital du trust. Ces impôts qui peuvent anéantir une fortune en quelques générations. Le capital reste intact. Les Rockefeller ont utilisé des trusts irrévocables dans des États aux lois avantageuses, comme le Dakota du Sud, où leur durée peut être quasi perpétuelle. Les héritiers ne touchant pas directement au capital. Ils reçoivent les revenus générés par les investissements du trust, et souvent sous condition. Le système est conçu pour que personne ne puisse jamais casser la tirelire. C'est la pierre angulaire, séparer la famille de la propriété directe de l'argent, tout en lui, en garantissant les bénéfices. C'est une armure juridique contre les créanciers, les divorces et, dans une large mesure, les impôts. Si le trust est le coffre-fort, le family office est la salle de contrôle. Et là encore, Rockefeller a été un précurseur, en créant dès 1882 ce qui est considéré comme le premier vrai single family office moderne. Ce n'est pas juste un conseiller financier, c'est une véritable entreprise privée dont la famille est l'unique client. Cette structure centralise tout.
Elle emploie des gestionnaires d'actifs, des avocats fiscalistes, des experts en immobilier, des spécialistes de la philanthropie. Une véritable armée au service de la dynastie. Le rôle du Family Office est d'être le cerveau stratégique. Il gère les investissements, optimise les impôts, planifie les successions et s'occupe d'une mission capitale. L'éducation des jeunes générations. Il organise des formations et s'assure que les futurs héritiers comprennent la machine dont ils auront un jour la responsabilité. Aujourd'hui, cette structure est devenue Rockefeller Capital Management, une société qui gère des milliards, y compris pour d'autres familles ultra riches. Le Family Office impose une gestion professionnelle et rationnelle qui protège la fortune des caprices ou des mauvaises décisions d'un seul individu. C'est lui qui s'assure que tout le monde joue la même partition. Avoir un coffre-fort et une salle de contrôle ne sert à rien si les membres de la famille se déchirent. C'est là qu'intervient le troisième pilier, souvent le plus sous-estimé. La gouvernance familiale. Les Rockefeller ont compris très tôt que les conflits internes sont le poison qui détruit les empires. Pour l'éviter, ils ont mis en place une organisation quasi politique, avec un document au centre de tout. La constitution familiale. Ce n'est pas un document légal, mais un pacte moral qui définit la mission de la famille, ses valeurs, les règles du jeu, les conditions pour accéder aux fonds et comment régler les désaccords. Pour faire vivre ce pacte, la famille organise des réunions très régulières. Ce ne sont pas de simples repas de famille, mais de vrais conseils d'administration où l'on discute stratégie, où les jeunes rencontrent les aînés et où la culture familiale se transmet. On y parle investissement, philanthropie, mais surtout, on y renforce le sentiment d'appartenir à un projet qui dépasse chaque individu. Le but est simple, s'assurer que tout le monde rame dans la même direction, génération après génération. En mettant les règles par écrit et en créant des lieux pour dialoguer, ils préviennent les jalousies et les luttes de pouvoir qui ravagent tant de familles fortunées. Chaque membre connaît sa place, ses droits, mais surtout, ses devoirs envers la dynastie. Si vous trouvez cette plongée dans les coulisses de la haute finance intéressante, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Parce que le pilier suivant est encore plus surprenant. John D. Rockefeller était terrifié à l'idée d'élever des fils à papa. Il savait que donner de l'argent sans transmettre la valeur du travail, c'est la recette du désastre. Le quatrième pilier est donc un système éducatif conçu pour forger des gardiens responsables de la fortune, pas des consommateurs. Dès leur plus jeune âge, les enfants Rockefeller devaient en tenir des comptes précis de leur argent de poche, qui était lui-même gagné en faisant des tâches ménagères. Chaque dépense devait être justifiée. Il fallait leur apprendre la discipline financière bien avant de leur parler de la fortune familiale. Plus tard, l'accès à l'argent des trusts n'est jamais un dû. Il est souvent lié à des objectifs. Obtenir un diplôme, lancer un projet, s'engager dans le service public ou dans la philanthropie familiale. L'idée n'est pas de leur refuser l'argent, mais de s'assurer qu'ils ont d'abord prouvé leur valeur par eux-mêmes. Ça change tout. L'argent n'est plus un droit, c'est un outil, un levier pour leurs propres ambitions. Un jeune Rockefeller qui veut monter sa start-up ne reçoit pas un chèque en blanc. Il doit présenter un dossier solide au Family Office, comme n'importe quel entrepreneur. Cette méthode empêche ce sentiment que tout est dû, le cancer des grandes dynasties. On ne leur donne pas du poisson, on leur apprend à pêcher et on leur confie le meilleur bateau du monde, à condition qu'ils sachent le piloter. Le cinquième pilier est un coup de maître qui résout plusieurs problèmes à la fois, la philanthropie stratégique. Quand Rockefeller Jr. a commencé à injecter des fortunes dans des fondations comme la fondation Rockefeller en 1913, ce n'était pas que de la générosité, c'était une manœuvre brillante. Premièrement, la philanthropie offre d'énormes avantages fiscaux. Les dons à une fondation sont déductibles des impôts, et les actifs de la fondation peuvent grandir à l'abri de la fiscalité. Deuxièmement, ça forge une image et une influence incroyables. Le nom Rockefeller, autrefois associé au capitalisme rapace, est aujourd'hui lié à la recherche médicale, à l'éducation et à l'art dans le monde entier. Les fondations ont financé des universités et contribué à éradiquer des maladies. Ça donne à la famille une légitimité et un soft power que l'argent seul ne peut pas acheter. Troisièmement, la philanthropie devient le projet commun qui soude la famille. Travailler pour les fondations donne un but aux héritiers, une mission qui va au-delà de la gestion de patrimoine. C'est un moyen de canaliser leur énergie vers un objectif constructif, tout en optimisant la structure financière globale. C'est un outil fiscal, une arme de communication et un projet de famille, tout en un. Enfin, le sixième pilier est une technique financière moins connue mais redoutablement efficace. La cascade d'assurance vie. Cascading Life Insurance. Voilà comment ça marche.
Le trust familial souscrit une police d'assurance vie sur la tête d'un jeune héritier, un petit enfant par exemple. Le trust est à la fois propriétaire et bénéficiaire du contrat. Chaque année, le trust paie les primes avec une petite partie de ses revenus. La magie opère au décès de la personne assurée, des décennies plus tard. Le capital décès, qui peut atteindre des dizaines de millions, est versé directement au trust, et ce, en franchise d'impôt dans la plupart des cas. C'est une injection massive de liquidités non fiscalisées qui vient regonfler le trésor. Et c'est là qu'intervient la cascade. Le trust utilise une partie de cet argent frais pour souscrire une nouvelle police d'assurance vie, encore plus grosse, sur la tête de la génération suivante. Et le cycle recommence. C'est un mécanisme qui assure des liquidités et une croissance à chaque génération, protégeant le capital de l'inflation et des dépenses sur le très long terme, même si son efficacité dépend des lois fiscales en vigueur. Pour résumer, le système Rockefeller repose sur le trust dynastique, le coffre-fort juridique, le family office, le centre de contrôle professionnel, la gouvernance familiale, le ciment qui assure la cohésion, l'éducation qui forme des héritiers responsables, la philanthropie, le bouclier moral et fiscal, et l'assurance vie en cascade, le mécanisme de régénération financière. Ce que l'histoire des Rockefeller nous apprend, ce n'est pas tant une leçon sur l'investissement, mais sur la structure. Ils n'ont pas juste amassé une fortune, ils ont conçu une machine juridique, financière et culturelle, pensée pour durer. Ils ont compris que pour rendre une fortune quasi éternelle, il fallait la retirer des mains des individus pour la confier à un système qui protège la famille d'elle-même et qui donne à chaque génération non pas un chèque en blanc, mais une mission. Et même si aujourd'hui leur fortune est bien plus dispersée et qu'ils ne sont plus la famille la plus riche du monde, c'est ce système qui fait que leur héritage, lui, perdure. La plupart des gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg de la richesse. Si cette plongée dans les coulisses vous a plu, un pouce bleu est toujours apprécié. Partagez la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et dites-moi en commentaire quel autre empire financier vous aimeriez qu'on décortique. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.